Dès l'instant qu'on parle de différenciation pédagogique, on rencontre un premier « oui mais ». Oui mais le programme. C'est un oui mais tout à fait légitime et qui demande une réponse concrète et pragmatique. C'est un oui mais légitime, car les promoteurs de la différenciation, ce ne sont pas des promoteurs de deux écoles différentes, une sorte de programme à deux vitesses. Un programme pour les élèves qui arrivent à suivre, et à côté de lui, un programme différent, disons-le, allégé, pour les élèves qui ont du mal à suivre. Remarquez, les promoteurs de la différenciation pourraient dire, vous savez, ce n'est pas à nous à justifier les bienfaits de la différenciation, c'est à vous de justifier les bienfaits de la non-différenciation. Déjà, vous ne différenciez pas, et déjà, vous avez exactement les mêmes exigences pour tous les élèves, et c'est avec ça que vous avez créé une école à deux vitesses. Sur 100 élèves qui entrent à l'école en première année, il y a une école pour les 20 élèves qui vont finir un jour par décrocher leur bac, et il y a une deuxième école pour les 80 qui, un jour ou l'autre, finissent par décrocher. Même si cette réponse est légitime, je vous dirais, elle est appuyée par les statistiques, elle ne fait pas avancer la discussion. En fait, le problème reste entier. Pour le prof qui veut bien différencier, mais qui vous dit en toute simplicité, je ne sais pas par où commencer. Ce prof a besoin d'une réponse pragmatique. Comment, concrètement, peut-on à la fois respecter le programme et différencier? Ce module propose 3 réponses complémentaires. Commençons par la réponse la plus facile à appliquer dans sa classe. Elle consiste à dire « J'ai exactement les mêmes attentes pour tous mes élèves, je leur propose exactement les mêmes activités d'apprentissage, mais les élèves ne sont pas obligés de produire exactement le même produit pour me montrer qu'ils ont répondu aux attentes du programme. » L'exemple classique ici, c'est la présentation orale devant ses camarades. Imaginons un élève timide ou anxieux, peu importe la vraie raison, tellement qu'il est incapable de bien présenter son projet de recherche devant ses camarades. Alors, le but visé par le programme, ce n'est évidemment pas de tester sa tolérance au stress. C'est vrai qu'à la fin, on voudrait que tous nos élèves soient à l'aise pour parler en public. Mais soyons francs, combien d'adultes majeurs et diplômés ont cette facilité de parler en public? Alors, que veut dire différencier au niveau de la production? Mais ici, ça veut tout simplement dire, par exemple, de permettre à cet élève de se filmer chez lui avec le portable de ses parents. Voilà donc une manière de respecter les finalités du programme et de s'adapter à des élèves très introvertis. Au lieu de parler devant ses camarades live, il nous montre son petit film, c'est tout. Il y a une deuxième réponse, un peu plus difficile que la première. Elle consiste à dire « J'ai exactement les mêmes attentes pour tous mes élèves, mais je ne suis pas obligé de leur proposer exactement les mêmes activités d'apprentissage tout le temps. » Ici, l'exemple classique, c'est dans la préparation d'un plan en vue d'une rédaction. On est tous d'accord qu'il est essentiel d'avoir un plan avant de commencer à composer un texte. Mais en même temps, reconnaissons qu'il n'y a pas une manière unique de réaliser un plan. Certains élèves vont préférer une liste systématique. Quelle est mon idée principale? Quelles sont mes 2-3 idées secondaires? Dans quel ordre je vais les énoncer? Quelle sera ma conclusion? Personnellement, je dois dire que je n'ai jamais vraiment fonctionné comme ça, ni à l'école, ni aujourd'hui.
D'autres personnes sont moins séquentielles. Elles vont préférer un organisateur sous forme d'arbre à idées. Je connais des gens hyper créatifs qui ne fonctionnent qu'avec des outils de ce type. Encore une fois, et très personnellement, je ne pourrais pas fonctionner à l'aise dans une classe si le prof m'imposait ce type d'outils. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis simplement que mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Je suis davantage un visuel. Sans une image de départ, sans une métaphore, je suis incapable de démarrer. Ce n'est qu'après avoir démarré un premier brouillon que je suis capable de proposer un plan classique avec un début, un milieu et une fin, mais pas avant. Bref, si j'étais dans une salle de classe avec une trentaine de jeunes enfants, bien je ne partirais pas du principe que tous les 30 fonctionnent forcément comme moi je fonctionne. Il y aura des visuels, il y aura des séquentiels, il y aura des relationnels et d'autres encore que je ne connais pas. Et je n'ai pas à leur imposer une méthode unique. Au mieux, je peux les aider à mieux prendre conscience des différences au sein du groupe. Il y a une troisième réponse, sans nul doute la plus difficile des trois. Si un élève de 9 ans a encore du mal à lire, malgré des actions de palier 1 et 2, à quoi bon maintenir les frontières entre les textes en histoire, en géographie, en sciences ou même en maths? Pour cet élève, à moins de lui soustraire le maximum d'activités superflues, du moins à court terme, j'ai l'impression qu'on risque d'appliquer un sparadrap sur une hémorragie. En voulant faire plus par-dessus la même chose, on risque de seulement retarder son décrochage de quelques mois. Dans une autre vidéo, on voit comment il est possible de respecter le programme et tout miser sur la lecture, au moins pour un trimestre ou deux. Pour ces élèves, les demi-mesures ne fonctionnent presque jamais. D'ailleurs, si un élève de 9 ans a encore du mal à extraire de l'information explicite d'un texte, quelle différence ça peut bien faire si le texte qui lui est proposé porte sur une conquête militaire vieille de 1000 ans, sur les ressources naturelles d'un lointain pays d'Asie, sur la température à laquelle l'eau devient vapeur, sur le périmètre de la terre d'un agriculteur, ou encore sur des cailloux qui parlent à un oiseau. En somme, différencier, ça veut dire se montrer souple afin de pouvoir adapter 3 choses différentes, quoique complémentaires. Comme on le voit, différencier, ce n'est pas une série d'opérations bien planifiées et connues d'avance. C'est beaucoup plus une manière de voir les choses, et en particulier de voir les élèves soi-disant en difficulté. Ça consiste à se dire, les différences dans ma classe, ce n'est pas anormal, c'est même très normal. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour agir différemment, pour que chaque élève, peu importe sa différence, peu importe sa timidité, peu importe son tempérament, peu importe tout ça, que chacun puisse maximiser son potentiel. De sorte qu'il y aura autant de manières de différencier qu'il y a de profs et de situations particulières.